Bonjour à tous, bienvenue sur le site de l'AUF pour cette visioconférence Covid-19. Cette conférence est organisée conjointement par l'AUF, la CIDMEF, conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française, ainsi que la SPLF, la Société de pneumologie de langue française, et l'EFP, le groupe francophone de pneumologie. Alors aujourd'hui, on est heureux d'accueillir le professeur Antoine Flahault, qui est professeur de santé publique à l'Université de Genève, directeur de l'Institut de santé globale et co-directeur de la Swiss School of Public Health de Zurich. Bonjour Antoine. Bonjour. Et pour animer cette visioconférence, nous serons deux. Yves Tremblay, qui est professeur à Québec et qui fait partie du conseil scientifique, qui anime le conseil scientifique de la CIDMEF, et votre serviteur, Étienne Lemarié. Et puis au passage, je le referai plus tard, mais je crois qu'il faut remercier à la fois Katinka Birna et puis Jean-François Lancelot et Pierre-Richard Thomas pour leur soutien et leur expertise au sein de l'AUF. Alors Antoine, vous allez nous parler vous allez faire le point sur l'épidémiologie du Covid-19, le rationnel derrière les différentes interventions et les conditions du déconfinement. Antoine, on vous écoute. Merci beaucoup Étienne, merci aussi Yves, merci à tous les organisateurs de m'avoir proposé d'animer cette session aujourd'hui. Donc en effet, on va parler d'épidémiologie et donc on peut passer à la première diapositive qui, enfin la numéro 2 on va dire, qui est préalable, je dirais, à l'épidémiologie, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'est ce Covid. Beaucoup des diapositives que je vous livre là ont été faites extrêmement récemment, mises à jour très récemment, mais je suis tout à fait remises à jour dans quelques jours ou semaines, tellement les connaissances évoluent en ce qui concerne ce Covid-19. Alors, cette figure, elle montre les 4 grandes formes, on va dire, du Covid-19 qui va de l'asymptomatique totale. J'ai mis des proportions qui, elles aussi, sont tout à fait sujettes à révision. D'ailleurs, en réalité, les formes asymptomatiques sont probablement plus autour de 30% que ce qui est écrit, et peut-être les formes paucisymptomatiques à 50%, en sachant que c'est très compliqué de distinguer aujourd'hui les formes paucisymptomatiques des formes asymptomatiques dans les statistiques, parce qu'on n'a pas de test exhaustif et que les études de séroprévalence qui arrivent ne nous renseignent pas beaucoup sur la distinction entre asymptomatique et paucisymptomatique, elles nous renseignent juste sur la distinction entre capturé par le système, on va dire, de veille sanitaire et, ou bien non capturé et resté en communauté. Donc il y aurait sur toutes les infections 30% de formes asymptomatiques qui pourraient être contagieuses. On ne sait pas encore très bien si toutes le sont ou si elles le sont un peu. Il y a des formes paucisymptomatiques dont on sait qu'elles sont contagieuses, comme pour l'ensemble d'ailleurs des formes entre 24 et 48 heures avant le début des symptômes, et le reste lorsqu'elles sont peu, je dirais, symptomatiques, le reste pendant une petite huitaine de jours. Les formes plus graves, plus sévères, les symptômes deviennent plus sévères, en particulier des symptômes d'insuffisance respiratoire commencent à arriver, nécessitent l'hospitalisation, et la contagiosité peut aller jusqu'au 21e jour. Lorsque l'hospitalisation se complique, lorsque l'hospitalisation, la forme se complique et devient critique, avec une nécessité de ventilation assistée, parfois d'ECMO, on va avoir une contagiosité qui pourra dépasser les 3 semaines et on aura ensuite je dirais un pronostic qui pourrait être défavorable et conduire au décès. Dans tous les cas, on a une immunité qui apparaît généralement un peu après le début des symptômes pour se prolonger. On ne sait pas encore combien de temps et on ne sait pas totalement encore si les anticorps, en particulier les IgG, sont véritablement protecteurs, mais on en fait l'hypothèse. La diapositive suivante
Et je dirais la dernière diapositive très médicale qui essaye de voir quels sont les éléments du diagnostic. Aujourd'hui, le diagnostic de portage de virus se fait sur la PCR d'une part, ou bien sur la possibilité de diagnostic biomoléculaire, un diagnostic radiologique, puisqu'en fait les images radiologiques sont très spécifiques du diagnostic de Covid-19, et les Chinois ont montré qu'ils pouvaient faire des scanners en 20 secondes. Il faut quand même un quart d'heure pour désinfecter la place après, avec des bonnes valeurs prédictives positives en cas d'épidémie, évidemment. La diapositive suivante présente un papier qui est paru dans le New England Journal of Medicine et qui traite du sujet d'aujourd'hui. Et ce que j'aime bien dans ce papier de l'équipe de Lipsitch de Harvard et publié donc assez récemment, c'est que finalement il cerne l'impact d'une épidémie, quelle qu'elle soit, mais d'une épidémie de maladies infectieuses émergentes, sur 3 grands thèmes: les nombres, la transmissibilité et la sévérité. Et je vous propose que l'on suive ce plan. Donc on va commencer par les nombres, c'est la diapositive numéro 5. Les nombres officiels déjà. Aujourd'hui, le site Worldometers, ou bien les sites de Johns Hopkins, ou les CDC, qui sont vraiment les sources de données peut-être les plus fréquemment remises à jour, des données officielles, montrent des données qui évoluent donc tous les jours et qui sont réparties par pays. On a aussi des nombres officiels qui sont donnés par la stratégie de test. On va bien savoir que ces nombres seront très différents si on a des stratégies très très intensives de test par rapport à des stratégies plus modestes. Et puis, j'ai donné parmi les nombres officiels l'exemple du Diamond Princess. On pourrait même bientôt donner l'exemple du porte-avions Charles de Gaulle, et peut-être aussi du Theodore Roosevelt aux États-Unis, où il y a eu des épidémies qui ont pu faire l'objet d'une analyse épidémiologique assez particulière, parce que finalement assez exhaustive. Le taux d'attaque dans le Diamond en quarantaine sur les côtes du Japon a montré que sur 712 cas confirmés, donc ça fait un taux d'attaque qui avoisine les 20%. On est plus près des 60% dans le porte-avions Charles de Gaulle. Et puis aussi, ça permet justement de faire le décompte des asymptomatiques. Vous voyez ici que la proportion asymptomatique paraît très élevée, mais en réalité, il y a des présymptomatiques. Et en fait, la proportion de véritables asymptomatiques qui le seront restés jusqu'au bout n'est que de 30%, enfin, est de 30%. Et enfin, le nombre de décès, 13 décès ont été à déplorer sur 712 cas, ce qui fait un case fatality rate, un taux de mortalité de 1,8%, ce qui est assez lourd, plus lourd que les estimations que l'on peut avoir d'habitude, parce que la démographie de ces passagers, plus que d'ailleurs des membres d'équipage, est une démographie de personnes assez âgées, qui ont donc un taux de mortalité partage qui est... Donc quand on rapporte quand on ajuste ce taux de mortalité en le rapportant ajusté à l'âge, on a quelque chose qui avoisine les 1%, un petit peu inférieur à 1%. La diapositive suivante, numéro 6, elle montre que très vite, l'incertitude sur les nombres a prévalu et continue de prévaloir un peu partout dans le monde, pas simplement en Chine, mais pour la Chine, lorsque la Chine, le 1er février, déclarait 12 000 cas officiellement, l'université de Hong Kong rapportait par des modèles mathématiques en faisant du rétrocalcul sur les cas qu'il recevait dans le monde, que la Chine a exporté dans le monde, qu'en fait il fallait s'attendre beaucoup plus à 75 000 infections plutôt qu'à 12 000, et donc c'est pas nécessairement d'ailleurs que les Chinois cachaient des choses, c'est un grand nombre de cas n'ont pas été vus par la surveillance officielle, peut-être en grande partie d'ailleurs parce qu'ils étaient suffisamment possibles pour apparaître dans le système de santé. Une autre controverse, peut-être plus sensible, plus, je dirais, mettant en doute la sincérité chinoise, c'est le compte des décès. On a vu que les urnes funéraires qui étaient récoltées par les
les familles à Wuhan dépassaient les 45 000, donc on s'attendait à en avoir 5 000, la mortalité de Wuhan pour cette période-là. Donc il pourrait y avoir un excès de mortalité de 40 000 décès, ce qui est considérable par rapport aux 2500 qui sont affichés pour cette ville. La diapositive suivante, ce sont des prévisions que nous faisons tous les jours, on les met à jour tous les soirs pour tous les pays du monde, enfin pour 205 pays et territoires, et qui permet d'avoir d'une part sur la droite par pays des courbes de progression des avec différents modèles utilisés. On se refuse dans notre groupe à prévoir au-delà de 8 jours. On trouve que les prévisions très lointaines sont très vite farfelues. Dans le passé, elles l'ont été. Et donc, on refuse de montrer des prévisions trop longues. Mais on pense quand même que ça nous permet aussi de voir, en particulier sur la gauche de ma diapositive, on voit qu'il y a des alertes qui sont données sur les pays qui, en particulier, connaissent des croissances rapides. Un des points intéressants peut-être de cette étude et de ces prévisions remises à jour tous les jours, c'est qu'on ne voit plus aujourd'hui, à part en Bélarussie, on ne voit plus de nouveaux foyers très actifs dans l'hémisphère nord tempéré. Donc ça accréditerait peut-être l'idée qu'il y ait un frein saisonnier important dans les zones tempérées, on en reparlera tout à l'heure. La suivante, on passe donc maintenant à la transmissibilité. La transmissibilité, elle s'évalue par ce fameux R0, ce taux de reproduction de base. La diapositive suivante, la 9, montre ce nombre de reproductions de base ou ce taux de reproduction de base comme une variable. Ce n'est pas une constante. On dit souvent il est 2 ou il est 2,3. Oui, en moyenne, il a l'air d'être entre 2 et 3 pour ce SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-1 ou le virus du SRAS qui avait inquiété aussi le monde dans les années 2002-2003, avait suivi des distributions tout à fait étonnantes. On voit ici sur la droite de cette diapositive que certains foyers épidémiques avaient un R0 de 20 ou 25, c'est-à-dire qu'une seule personne peut 20 ou 25 autres personnes l'infection et le virus. C'est ça le taux de reproduction, c'est le nombre de personnes à qui on transmet l'infection. Donc c'est très simple, c'est de l'épidémiologie théorique, assez complexe sur le plan mathématique, mais c'est très simple sur le plan épidémiologique de comprendre ce taux de reproduction. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas l'estimer directement. Pour avoir une valeur du R0 ou du R, après on va l'appeler le R effectif, c'est-à-dire le R0 c'est autant 0 au tout démarrage, quand il n'y a aucune mesure de confinement, rien, puis il va évoluer et on aimerait bien savoir comment il évolue. Et pour l'estimer, pour en faire l'estimation, on est obligé de passer par cette formule mathématique que je vous livre, qui, en fonction du temps de doublement et de la durée de l'intervalle de génération entre deux cas, on peut alors estimer ce R0. Et le temps de doublement, c'est le nombre de jours pendant lequel le nombre de cas double. Donc si vous passez de 100 à 200 cas, vous avez un temps en 2 jours, vous avez un temps de doublement de 2 jours. Vous avez un temps de doublement de 3 jours. Donc on a vu dans cette épidémie que le temps de doublement était de l'ordre de 3 jours, entre 2 et 3 jours, lorsque la courbe était exponentielle de croissance rapide. La diapositive suivante, pourquoi je vous parle de cette épidémiologie théorique? C'est parce que c'est un outil formidable qui va nous aider à planifier toutes les mesures de contrôle de par le monde. Vous allez voir comment c'est sur ce R effectif que l'ensemble des mesures ont été prises. En fait, ce R0, toujours mathématiquement, il est le produit de 3 paramètres. La probabilité de transmission, le nombre de contacts et l'intervalle de génération. Donc, ce que l'on sait, c'est que ce R0, quand il est de 2 ou de 3, il entraîne, comme vous le voyez, une explosion exponentielle du nombre de cas, et vous ne pouvez pas, évidemment, contrôler cette épidémie tant que le R n'est pas inférieur à 1. Pour que vous ayez un pic, ou arriver au pic ou au plateau, il faut que le R soit inférieur à 1. Donc, les politiques publiques de santé vont tout mettre en œuvre pour faire baisser ce R au-dessous de 1.
si le R est de 2,5, j'ai pris des exemples un peu fictifs. Un scénario où vous auriez dans cette population 10 personnes, 10 contacts par personne. 10 contacts, ça veut dire que ce n'est pas le nombre de gens qu'on croise dans la rue, hein, c'est vraiment le nombre de gens avec qui on a un contact suffisant pour lui transmettre la maladie. Donc on va rester sur un siège d'avion pendant plusieurs heures, on va être dans un open space en face de quelqu'un à qui on va rester travailler pendant plusieurs heures, ou on va être chez soi, à son domicile, avec ses proches, pendant lequel on va rester pendant plusieurs heures. C'est donc ça les contacts efficaces. On évalue qu'il y a plutôt entre 10 et 20 contacts efficaces par personne en moyenne et par jour. Alors, l'intervalle de génération, c'est l'intervalle de génération qui a la durée de la période contagieuse, même si c'est un peu plus compliqué que cela. Et la probabilité de transmission, c'est la probabilité que vous avez de transmettre le virus si vous êtes porteur du virus et que vous êtes en face d'une personne au cours d'un contact appelé efficace, parce qu'il n'est pas garantie sur facture que même si vous passez 2 heures d'avion avec quelqu'un d'infecté, vous allez être infecté à votre tour. Alors si vous avez un R de 2,5, vous comprenez qu'il va falloir qu'on réduise par exemple le nombre de contacts de 10 à 2, la probabilité de transmission, j'étais moins ambitieux, de 5 à 4%, si on veut espérer réduire le R au-dessous de 1, et c'est cela que l'on va faire. Alors la diapositive suivante, qui est la numéro 11, montre comment on peut agir sur chacun de ces paramètres. Sur la probabilité de transmission, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les masques de protection. Les masques de protection ont montré qu'ils réduisaient la probabilité de transmission de façon extrêmement efficace entre des personnels soignants et des personnels soignés. Dans les deux sens, c'est-à-dire ils agissent pour se protéger du virus quand on est personnel soignant et qu'en face de soi, on a quelqu'un qui est porteur du virus, et ils agissent chez les porteurs du virus pour diminuer les projections de gouttelettes de postillons qui sont infectés par le virus et qui viennent, par la gravité, retomber dans une distance qui est de l'ordre de 2 mètres de celui qui les projette en parlant, en toussant ou en éternuant. Le masque évite ces projections en grande partie. Aucun des masques de protection n'est véritablement efficace pour filtrer le virus lui-même, qui est une nanoparticule. Heureusement, il ne se diffuse pas de façon aérosolisée, en tout cas de façon principale, il se diffuse par des gouttelettes de postillons dont je parlais. Ces gouttelettes sont filtrées par les masques, que ce soit des masques chirurgicaux. La seule petite exception qui est rapportée dans la littérature, c'est que, essentiellement sur la propriété du masque FFP2, qui est un masque filtrant, équipé d'un filtre, c'est que si les gouttelettes de postillons sont extrêmement fines, par exemple dans des procédures invasives, en particulier, puisque les pneumologues sont bien représentés dans cette conférence, en particulier les gestes de pneumologie, peuvent vaporiser ces gouttelettes en plus fines particules qui pourraient être mieux filtrées par les masques FFP2. Donc, à part cette circonstance, aucun essai n'a jamais montré de toute façon la supériorité du masque FFP2 sur le masque chirurgical qui, pour les soignants comme pour le grand public, est celui qui aujourd'hui a montré sa très grande efficacité en termes de protection. Le lavage des mains, en particulier par le savon, puisque le virus est un virus qui a une enveloppe, donc très fragile au savon et à l'alcool. Le lavage des mains est très utile dans cette partie dont il est difficile de savoir la part attribuable dans la contamination, mais cette partie de la contamination qui est les surfaces planes contaminées par nos gouttelettes de postillons qui retombent sur nos smartphones, sur nos écrans, sur nos claviers, éventuellement sur les poignées de porte. Enfin, les gestes barrières habituels ont aussi comme objectif de diminuer la probabilité de transmission en diminuant le fait de disperser ces gouttelettes de liquide. Évidemment, on aimerait bien avoir des antiviraux qui diminuent la probabilité de transmission ou des vaccins, mais on n'en a pas encore à notre connaissance d'authentifier et de valider, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'essais en cours. La diapositive suivante montre comment on peut agir maintenant sur le deuxième paramètre, qui est le nombre de contacts. Vous vous rappelez que je voulais réduire de 10 à 2. En fait, c'est ce que l'on a fait lorsqu'on nous a proposé. Alors, il y a deux grands types de mesures. Il y a des mesures que j'appellerais modernes,
extrêmement moderne, basée sur à la fois la biologie moléculaire, c'est-à-dire le testing de masse, l'intelligence artificielle, le tracing, qui utilise des applications Bluetooth, des logiciels de recherche de nos traces informatiques, et également l'isolement et la séparation après exposition des gens qui sont potentiellement contaminés ou contaminés de façon certaine des bien portants. On ne va pas les remettre dans leur famille, on ne va pas les remettre chez eux, mais pendant les 10 ou 15 jours pendant lesquels ils peuvent être contagieux, et s'ils n'ont pas du tout de symptômes, peut-être 5 ou 6 jours suffisent pour être certains qu'ils ne vont pas contaminer leurs proches. Et puis, il y a la deuxième méthode, qui est la méthode plus ancienne, puisqu'elle a été appliquée avec succès pour la pandémie de grippe de 1918. Je vous mets d'ailleurs sur la gauche l'article du JAMA en 2007 par Markel et son équipe, des archivistes, des historiens et des épidémiologistes des CDC d'Atlanta. On fait un très bon travail qui montrait que quand on combinait fermeture des écoles et des universités, interdiction des rassemblements, ils avaient même à l'époque fermé les pubs et les bars, limitation des déplacements, les gens étaient également confinés chez eux, mais pas de façon... et surtout, on leur demandait de ne pas bouger, de sortir de leur ville, ou des cordons sanitaires autour de certaines villes qui étaient des foyers très actifs. Alors quand on combinait ces mesures, précocement et pendant longtemps, on diminuait la mortalité de façon très substantielle. Certaines villes ont vu des mortalités de 2/3 inférieures à d'autres villes plus laxistes, puisque aux États-Unis et comme en Suisse, chacun fait un peu ce qu'il veut dans chacun des États, de véritables États centralisés comme on le sait. Donc ça nous a permis, cette quasi-expérience, de regarder les différences de mortalité et de s'apercevoir que ces mesures étaient efficaces. Alors quand les Chinois ont vu cela, ça leur a beaucoup plu et ils ont inventé le confinement strict, ou lockdown en anglais, qui est une invention chinoise, qu'un régime dictatorial aime particulièrement, pour essayer de véritablement empêcher, rendre extrêmement efficaces ces mesures. Et on a même utilisé, par exemple, du fer à souder, des équipes de soudeurs sont venues enfermer les gens chez eux lorsqu'ils étaient confinés. Eh bien, ils restaient chez eux pendant toute la durée du confinement. C'est authentique, bien sûr. Alors, le confinement a été ensuite appliqué à peut-être une échelle un peu moins stricte par l'Italie quand le foyer s'est déclaré cet hiver, un peu dans l'urgence, puis après par la France, par l'Espagne. Bon. D'autres ont pris des modes de confinement un peu moins stricts, comme l'Allemagne ou la Suisse. Et puis certains, ou on pourrait dire comme la Suède, on pourra y revenir, et certains n'ont pas du tout confiné. C'est ceux qui ont appliqué uniquement la distance sociale personnalisée, comme Taïwan, comme Singapour, en tout cas à la fin du mois de mars. Ils ont commencé à confiner, on reviendra dessus en avril, et comme aussi la Corée du Sud ou bien Hong Kong, et le Japon d'ailleurs, pour citer quelques exemples. La diapositive suivante, c'est le troisième paramètre sur lequel on peut espérer agir, et malheureusement, en l'absence d'antiviraux, on n'aura pas beaucoup de possibilités. Les pneumologues que vous êtes autour de cette table virtuelle ou cette audience pourront commenter sur ma proposition qui est de promouvoir malgré tout les antitussifs qui, s'ils empêchent de tousser, peuvent quelque part contribuer à la diminution de la durée seront contagieuses, car s'ils continuent à tousser pendant plusieurs jours après le début de leurs symptômes, peut-être qu'ils vont prolonger la durée, peut-être qu'on pourra gagner un petit peu par ces antitussifs. Ce n'est pas du tout quelque chose d'extrêmement décrit dans la littérature, ni très evidence-based. La diapositive suivante, on passe maintenant, j'ai été un peu long sur cette partie qui était compliquée de la transmissibilité et un peu en plus technique, mais on passe maintenant sur la sévérité. La sévérité de l'infection est aussi un domaine très débattu et très difficile à estimer. On peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas encore d'estimation totalement certaine de toute cette sévérité. Comment est-ce qu'on classe la sévérité? On peut dire qu'on la classe à partir du moment où on hospitalise. L'hospitalisation est un critère de sévérité. Même si les critères sont différents d'un pays à l'autre, grosso modo, on a à peu près 15%, 20% d'hospitalisation parmi les cas rapportés dans la veille sanitaire. On a un petit
c'est arrivé jusqu'à plus de 10% en Italie, d'hospitalisation en soins intensifs. Et puis, on a une mortalité dont on a vu qu'elle était comprise entre 0,3 et 3. En réalité, l'Italie est au-dessus de 10%, la France les avoisine. Donc, si le case fatality ratio n'était que la division du nombre de décès par le nombre de cas rapportés par la veille sanitaire, on aurait une très mauvaise photographie de cette mortalité, où on aurait l'impression que dans certains pays, la performance est bien moins bonne. Il faut voir ça toujours à l'aune du nombre de tests par habitant qui est fait, parce que les pays qui font beaucoup de tests par habitant voient leur mortalité chuter artificiellement par le fait du calcul, parce que le dénominateur est plus grand. Les Allemands, qui ont une stratégie de test absolument très ambitieuse, très, très importante, beaucoup bien supérieure à celle, par exemple, des Français, ont des taux de mortalité supérieurs, non pas parce qu'ils traitent mieux leurs patients ou que les gens mourraient moins, ou même pas d'ailleurs parce que les gens seraient plus jeunes. Oui, ils sont peut-être plus jeunes simplement parce qu'ils sont plus détectés. Il y a plus de gens paucisymptomatiques détectés ou asymptomatiques, et alors vous avez une mortalité qui se rapproche probablement davantage de ce qu'est le vrai chiffre de mortalité. Et j'ai mis à nouveau les chiffres du Diamond Princess dont j'ai parlé tout à l'heure. La diapositive suivante, qui est la 15e, essaye maintenant de combiner les nombres dont j'ai parlé tout à l'heure, malgré leur imperfection, la transmission dont j'ai parlé avec toute cette épidémiologie théorique, et la sévérité, qui est en fait, elle, le critère le plus médical. Et on essaye après de se dire, mais alors, où est-on avec ce Covid-19 ? L'Institute for Disease Modeling de Harvard montre qu'au jour d'aujourd'hui, le Covid frôle la pandémie de grippe espagnole de 1918. On a longtemps espéré être dans l'épure du scénario du SRAS. C'est vite. Le SRAS avait diffusé sur 25 pays hors de Chine. Donc le SRAS, quelque part, pouvait être le modèle qui ressemblait le plus à celui du SARS-CoV-2 lorsque on avait une vingtaine de pays qui étaient concernés. Puis très rapidement, on a vu des chaînes de transmission locales bien plus importantes que celles vues au Canada, à Toronto en particulier pour le SRAS. Et on est avec l'Iran, l'Italie, la Corée du Sud, on est arrivé dans quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à une pandémie. La pandémie a enfin été déclarée par l'OMS et on s'est aperçu aussi que les taux de mortalité étaient très supérieurs à ceux des autres pandémies de grippe, sauf celle de 1918 où le taux de mortalité serait entre 1 et 2%, donc assez proche, et probablement le R0 un peu inférieur, probablement un R0 qui avoisine les 2 pour le 1918, alors que pour le qui est plus élevé, certains aux États-Unis par exemple parlent de R0 proche de 3,5. La diapositive suivante. La diapositive suivante, elle est connue, on l'a vu en France, le ministre de la Santé l'a même présenté au téléjournal. On voit l'intérêt ou l'impact des mesures, en particulier de distanciation sociale, mais aussi bien sûr de réduction de la probabilité de transmission. Ces mesures n'ont pas l'objet d'effacer la pandémie ou de l'empêcher de rentrer dans son propre pays. Tous les pays mettent des mesures en place et ces mesures ont comme objectif de raboter le pic épidémique. Donc vous voyez d'ailleurs qu'en rabotant le pic épidémique, on obtient une forme de plateau allongé, on prolonge la pandémie dans le temps. C'est pas rechercher de la prolonger, mais ce qui est recherché, c'est de ne pas avoir cette taille effrayante, cette vague de tsunami chez le système de santé. Donc l'objectif des mesures qui vont être prises sont prises. Cet objectif, c'est véritablement d'éviter l'engorgement des hôpitaux et en particulier des réanimations. L'objectif n'est pas de supprimer la pandémie, il faut bien se le dire, parce qu'on n'est pas dans un objectif de risque zéro, on est dans un objectif où on est conscient qu'on va même prolonger la pandémie elle-même, puisqu'on va ralentir finalement le processus, et avant que l'on ait cette immunité grégaire de la population, c'est-à-dire de groupe, avant qu'on ait jusqu'à 60 ou 70% de la population infectée par le virus, il va falloir peut-être une vague, comme c'est montré ici, ou plusieurs vagues. Alors, la diapositive suivante, numéro 17, elle nous montre justement ce que sont ces pics et ces plateaux.
En France comme en Suisse, on connaît des plateaux. Et je pense que le plateau suisse est bon, les échelles ne sont pas les mêmes et les tailles des populations sont loin d'être les mêmes. Donc vous avez ici des nombres de cas à une date donnée, publiés par Le Monde, le site Le Monde. Je pense que c'était assez intéressant parce que ça illustre bien ce qu'est ce fameux plateau que l'on voit en ce moment. Et ce plateau, il illustre, je trouve, si vous refaites mentalement la courbe pour la Suisse, par exemple, de l'épidémie, ce que l'épidémie aurait été si on n'avait pas essayé de la raboter. Donc vous avez ici une sorte d'illustration de ce qu'est le rabot, le coup de rabot sur le pic épidémique. La diapositive suivante, c'est à propos des nouvelles vagues. Est-ce qu'on risque des nouvelles vagues? Et je vous ai montré des exemples tirés de la grippe, hein, car en termes de pandémie, à part le sida, finalement, les pandémies les plus ressemblantes à celles du coronavirus, qui est un virus à transmission respiratoire, c'est pas Ebola, qui n'est pas pandémique, c'est pas la dengue, qui est une maladie transmise par un moustique, mais c'est beaucoup plus la grippe. Même si, bien entendu, il y a des différences notables, et en particulier, il y a des inconnus avec ce coronavirus. Voilà. Alors, vous avez ici les vagues des différentes pandémies, une pandémie de 1889, de la pandémie de 1918, de la pandémie de 1957, de la pandémie de 1968, toutes à des virus de la grippe. Et vous voyez qu'il y a plusieurs vagues. Donc, l'idée qu'il y ait plusieurs vagues est quelque chose qui est assez communément admise à partir du moment où vous avez une population entièrement susceptible et qui démarre comme ça dans un mois de janvier. Vous n'avez pas de possibilité que toute la population soit consommée au sens épidémiologique du terme. En tout cas, que ces 70%, cette immunité grégaire, soit atteinte en une seule saison. Donc il y a une probabilité élevée que ça revienne aux saisons suivantes. La diapositive suivante, on va essayer de parler un peu de ce fameux déconfinement, parce que donc on a confiné, je vous ai dit qu'il y avait des freins, que ces freins étaient l'action sur les différents paramètres, et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer et comment on va déconfiner? La diapositive suivante, la numéro 20, essaye de poser 5 questions préalables au déconfinement. La première question, c'est de se redire pourquoi le confinement. Alors, on vient d'en parler, ça paraît évident peut-être, mais je pense qu'il faut bien se poser la question parce que l'on voit des personnes remettre en cause ou s'inquiéter du déconfinement parce qu'ils n'ont pas le même objectif que le confinement. Si on est tous d'accord qu'on veut éviter l'engorgement des hôpitaux, alors on n'est pas inquiet nécessairement que le déconfinement entraîne une petite remontée des courbes épidémiques. C'est possible. Mais ce que l'on souhaite juste, c'est que cette remontée ne soit pas une vague insupportable. Donc c'est différent. Si on avait comme objectif de supprimer la pandémie, c'est-à-dire qu'on ne veut plus qu'il y ait un cas, plus de cas dans les écoles, pas d'enseignants contaminés par les enfants, etc. Si on veut cela, alors on vise un autre objectif et on aura du mal à déconfiner. La deuxième question à se poser, c'est quand peut-on déconfiner? Alors clairement, on ne peut pas le déconfiner pendant le plateau, parce qu'on a justement fait tout pour raboter le pic. Si on est au niveau du plateau, si on se met à déconfiner au niveau du plateau, on risque de faire remonter vers le pic. Donc ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc il faut vraiment déconfiner au moment de la décrue. Et j'ai donné ici l'exemple de l'Autriche, le 8 avril, au moment où elle a annoncé qu'elle allait déconfiner. Et on voit bien qu'elle est en pleine décrue. Elle est très proche aujourd'hui de 100 nouveaux cas par jour, entre 50 et 150, on va dire, nouveaux cas par jour, ce qui la met dans une situation assez favorable. L'Autriche est un pays un peu plus grand que la Suisse en termes de population, l'ordre de 8 millions d'habitants. 9 millions d'habitants, je crois, donc même taille que la Suisse en fait, et donc avec une centaine de cas par jour, elle peut espérer déconfiner. C'est au pays de décider quel est le critère de la décrue à partir du moment où il veut déconfiner. La troisième question qu'il faut se poser, mais qui est un peu prospective, c'est y aura-t-il un freinage estival? Parce qu'il y a 3 options, oui, et puissant, c'est ce qui se passe pour la grippe. Il n'y a pas de cas de grippe au mois de mai. Dans l'hémisphère nord, dans les zones tempérées. Alors parfois les gens disent oui, mais regardez à Singapour, ça augmente. Il n'y a donc pas de freinage dû à la chaleur, il fait très chaud, c'est tropical, voire même équatorial. En effet, les zones intertropicales connaissent de la grippe tout au long de l'année. Donc le freinage saisonnier,
il n'apparaît que dans les endroits où il y a des saisons, c'est-à-dire dans les zones tempérées de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. Malheureusement, toute la zone intertropicale peut connaître à tout moment des redémarrages d'épidémies. Donc, cette question numéro 3, elle n'est valable que pour ceux qui travaillent dans des zones tempérées. Et là, si ça se comporte comme la grippe, on va être extrêmement aidé parce que dans quelques semaines, on n'aura plus beaucoup de cas, voire plus du tout. Alors, les études montrent que l'effet sur le R0 est une diminution de 60% du R0 sur la grippe. Est-ce que ce sera la même chose pour le coronavirus? On n'en sait rien. Mais pour la grippe, comme je vous ai dit, de R0 et de 1,5, diminuer de 60% 1,5 le fait passer au-dessous de 1. Mais si on est à 3, même un frein estival aussi puissant que celui de la grippe pourrait ne pas faire diminuer au-dessous de 1 et laisser une tendance à la hausse, même rabotée. Donc c'est un frein que j'appellerais limité. Le frein puissant serait un frein supérieur à 60%, serait un frein qui permettrait au R de rester au-dessous de 1. Le frein limité serait celui qui contribuerait à ce que les cas soient quand même épidémiques, mais ne soient pas trop importants. Et puis enfin, on peut ne pas avoir du tout de frein estival. Il faut se rappeler que le coronavirus du MERS se trouve très bien en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si c'est une zone qu'on peut appeler tempérée, mais en tout cas, c'est une zone où il fait chaud, donc on ne sait pas encore. La quatrième, on saura très bientôt, cela dit. Et puis, on a quand même pas mal d'indicateurs. L'un des indicateurs que je vous ai donné, c'est que moi je regarde ça tous les jours de très près, comme du lait sur le feu, c'est que on n'a pas de nouveaux foyers qui démarrent aujourd'hui dans l'hémisphère nord, à part un peu en Russie et en Biélorussie, mais Russie et Biélorussie, oui, la Biélorussie sans doute. La Russie est un très grand pays, il n'est pas uniquement fait de zones tempérées. Est-ce que ce sont des restes, des stigmates de l'hiver, ou est-ce que tout cela va revenir dans l'ordre très vite et qu'au mois de mai ou juin, il n'y aura plus de cas? On verra ça très bientôt. La quatrième question, c'est quel est le niveau d'immunité protectrice dans la population? Là aussi, on a trois strates. Soit on a déjà atteint une immunité grégaire dans nos populations, 70% de la population aurait été contaminée pendant les mois d'hiver, et on pourrait tourner la page définitivement. On déconfine et on parle d'autre chose. Malheureusement, on est plutôt dans le cadre B aujourd'hui, d'une immunité faible de 10 à 15%, même si j'ai vu une publication française aujourd'hui de l'Institut Pasteur montrant qu'on dépasse les 25% dans un petit village de l'Oise où il y a eu une très forte épidémie, qui d'ailleurs a même été jusqu'à 41% dans un lycée, mais à l'intérieur d'un lycée, on n'est même pas à l'immunité grégaire dans ce lycée. Donc on pourrait avoir une situation un peu hétérogène. Je pense que toutes les régions ne seront pas atteintes de la même façon. Dans le canton de Genève, on a montré aujourd'hui qu'il y a 5,5% de la population qui est contaminée, enfin, au 14 avril. Donc on est plutôt dans des niveaux d'immunité faibles qui confèrent un certain risque au déconfinement. Donc quel est le risque, justement? C'est la cinquième question. Le haut risque, s'il n'y a pas de frein saisonnier et que l'immunité est faible, alors ça va repartir très vite dès qu'on lèvera tous les freins du confinement. Le faible risque, c'est si on a un frein saisonnier qui s'avère puissant, ou bien si on a une immunité grégaire atteinte, et malheureusement, je vous dis, cette deuxième partie est probablement illusoire. En revanche, le frein saisonnier puissant pourrait donner un répit, mais ce répit serait de courte durée, il ne serait que de la durée de l'été. La diapositive suivante, je vous remets en une seule diapositive les mesures que je vous ai déjà montrées, donc je ne les redétaille pas, mais vous voyez que si on fait passer les contacts de 2 à 10 personnes, c'est-à-dire on revient à la situation presque initiale. Encore une fois, c'est plutôt 20, donc je suis plutôt modeste avec 10 personnes. Si on revient à 10 personnes, il faut arriver à faire baisser la probabilité de transmission de façon beaucoup plus ambitieuse. Et vous vous rappelez qu'on était passé de 5 à 4, et là, il faut passer de 4 à 1. Et donc, c'est là où il faut certainement investir dans ces masques de protection et le lavage des mains. Le lavage des mains, c'est déjà investi, on va dire, mais les masques de protection, s'ils sont beaucoup plus utilisés, peuvent, d'une certaine mesure, si vraiment ils sont efficaces et bien mis de façon, à chaque fois qu'il y a un contact à risque, ils pourraient contrebalancer d'une certaine façon cette augmentation du nombre de contacts. Mais une autre solution aussi est d'utiliser davantage cette technique de distance sociale personnalisée parce qu'elle a l'avantage d'être plus respectueuse sur
la vie sociale et économique que le confinement qui a quand même été extrêmement impactant. La diapositive suivante, on est à la 22, montre cette stratégie de testing massif vers laquelle maintenant les pays s'orientent, qui essaient de tester un peu partout. À Singapour, on testait devant les universités restées ouvertes, devant les cinémas restées ouvertes, on testait sur la route, dans des checkpoints où les gens étaient invités à être testés par un prélèvement nasopharyngé de PCR. La suivante, le contact tracing, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de voir. À Singapour, qui est un État malgré tout assez autoritaire, on n'a pas demandé beaucoup l'avis à la population. Dans les populations européennes, on est en train dans les démocraties européennes, on est en train de réfléchir à des systèmes permettant le traçage des contacts d'une façon respectueuse de l'anonymat, respectueuse des lois pour l'informatique et les libertés. Donc je pense qu'on peut faire bien, on peut aussi faire confiance d'une certaine façon aux personnes et leur demander leur avis, en particulier il faut chacun se mettre dans la situation où on est identifié comme positif pour le Covid par un prélèvement et qu'on vous demande est-ce que vous seriez prêt à donner vos traces informatiques pour qu'on retrouve vos proches, ceux que vous avez peut-être infectés dans les jours qui ont précédé, on va dire les 2 jours qui ont précédé vos symptômes, si vous avez des symptômes, ou votre infection, si on vient de la découvrir. Et qui dira non, qui refusera qu'on puisse, grâce à cela, identifier, isoler les personnes qui seraient elles-mêmes à risque d'être porteuses du virus. Il faudra ensuite les isoler, c'est la diapositive suivante, avec une sorte de sémantique différente entre l'isolement et la quarantaine. Ici, je vous donne ce qui est proposé par les États-Unis, où on fait un isolement de 7 jours si on est malade et de 14 jours si on est exposé. Je pense que on peut avoir des durées plus réduites d'isolement ou de quarantaine pour essayer au moins de réduire. On sait très bien, les gens disent oui, mais la PCR n'est pas sensible à 100%, elle est peut-être sensible à 60%. Il y a beaucoup de faux négatifs, donc de gens qui sont négatifs au test, mais qui s'avèrent être porteurs du virus, c'est vrai, mais au moins, si on peut en enlever 60% et les soustraire de la transmission communautaire, ça peut être extrêmement, extrêmement efficace. C'est ce qu'ont montré ces États qui ont très rapidement décidé d'implémenter cette technique et qui l'ont fait avec grand succès. On pourra revenir sur Singapour, qui connaît aujourd'hui une nouvelle vague épidémique, mais qui est essentiellement liée à des travailleurs immigrés dans des dortoirs à très forte promiscuité et faible, je dirais, couverture médicale, sociale, qui leur pose problème aujourd'hui et qu'ils doivent prendre à bras le corps. La diapositive suivante, on est presque à la fin, c'est ces fameuses techniques aujourd'hui qui essayent de protéger notre privacy, notre confidentialité et nos libertés que les écoles d'ingénieurs essaient de développer. La diapositive suivante, ce sera ma dernière diapositive, c'est la 26e. C'est mes conclusions. Je pense qu'aujourd'hui, on a un risque très élevé de nouvelles vagues pandémiques. Je redoute beaucoup, pour vous dire, la vague qui pourrait revenir à l'automne, car moi j'ai beaucoup d'espoir que le frein saisonnier joue son rôle pendant l'été, mais ce sera un répit qui nous permettra de nous préparer à une éventuelle vague, probablement plus haute, plus longue aussi, puisqu'elle aura tout l'automne et tout l'hiver pour se déployer et qu'elle aura à sa disposition entre 80 et 90% de notre population, de nos populations. Rappel à propos de la Chine, ce qui nous a été rapporté de la Chine, par l'OMS en particulier, c'est le confinement, mais le confinement, c'est une invention, encore une fois, chinoise, à partir d'une expérience nord-américaine efficace pour diminuer le nombre de contacts. Mais elle a été mise en place par un régime autoritaire et violent, et donc je pense que les pays de langue française qui sont ici partagent pour la plupart des valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, et que ces valeurs ne sont pas échangeables, ne peuvent pas être négociées au prix même de notre sécurité sanitaire. Donc c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui qui est de concilier ces valeurs que nous avons, qui ne doivent pas être un talon d'Achille, mais qui peuvent aussi permettre une lutte efficace contre la pandémie, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et
On peut s'inspirer peut-être de ce qui est fait dans d'autres petites ou plus grands États, la Corée du Sud à 50 millions d'habitants, qui ont recours à des technologies de l'information et que l'on peut faire aussi avec une exigence en matière de respect des règles de confidentialité de la personne. Ce que je pense aussi, c'est que si en plus cette dernière diapositive semble être un peu idéologue de ma part, je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'il sera probablement nécessaire de combiner les différentes mesures. Ce n'est pas du tout impossible qu'on ait à revenir à du confinement. Encore une fois, le confinement, y compris le confinement strict, semble avoir montré en tout cas une part d'efficacité. Et peut-être qu'on verra qu'il y a une part aussi attribuable à la saisonnalité, mais toujours est-il qu'il semble être tout à fait efficace. Le port de masque, qui est aussi empreint de la culture asiatique, se répand de plus en plus dans nos cultures occidentales. Il faudra le généraliser, il faudra donner la possibilité aux gens ou de fabriquer eux-mêmes leurs masques ou en tout cas d'en avoir. Le lavage des mains doit être préconisé. Il est beaucoup plus compliqué dans des pays où l'eau est rare et chère. En particulier, je pense à l'Afrique subsaharienne. Et puis, des mesures de distanciation sociale personnalisées, d'abord participatives. La Suède, on en a peu parlé, mais c'est un exemple très très intéressant où il n'y a pas eu de confinement, où toute l'économie a continué à tourner. Les bars, les restaurants sont ouverts aujourd'hui à Stockholm, ainsi que les magasins non essentiels. Et pourtant, les rues sont aussi très désertes. Pas entièrement désertes, mais très désertes. Les gens respectent la distanciation sociale de façon assez civique. Ils ont une grande culture de santé publique et de prévention. Et puis, il y a tous ces outils de distanciation sociale personnalisée dont j'ai parlé, qui doivent être mis au service de la réduction du nombre de contacts infectés avec des biens portants. C'est ça l'objectif. Et en le combinant aussi avec ces techniques un peu de stop and go, en les combinant de façon assez, je dirais, suivie par et accompagnée par l'épidémiologie temps réel dont nous disposons par chance désormais, permettrait peut-être de combattre efficacement ces risques de seconde vague ou de risques associés au déconfinement qui nous menacent. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'ai terminé. On peut passer à la diapositive suivante et aux questions. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup Antoine, c'était passionnant. Tu nous as brossé tout le paysage actuel de cette épidémie avec les différents paramètres et puis tu as insisté sur toutes les mesures de santé publique. Alors il y a un certain nombre de questions. Je vais demander à Yves Tremblay qui est à Québec et qui a une vue sur les questions, peut-être de poser la première ou les premières s'il les a regroupées. Oui, bouge pas, il faut que je les affiche. Bon, je vois, bon, il y a beaucoup de questions, il y a peut-être quelque chose. Si on compare avec la grippe espagnole, il y a des gens qui se questionnent à savoir combien de temps a duré le confinement dans le cas de la grippe espagnole. Alors, dans la grippe espagnole, le confinement qui a réussi a duré 150 jours lorsqu'il a été mis en place par les villes, en particulier les plus volontaires. Et dans les endroits où il a moins réussi, c'était de l'ordre de 40 ou 50 jours, donc c'était déjà beaucoup. Donc en effet, dans le cas de la grippe espagnole, pour que le confinement soit réussi, le confinement a été très long. La seule différence, c'est que ce confinement qui a été évalué par la publication dont je vous parle, et la ville dont je vous parle, c'est Saint-Louis, qui est comparé, par exemple, Saint-Louis dans le Missouri, qui est comparé à Pittsburgh, qui est plus laxiste. Saint-Louis donc a eu une mortalité très affectée vers le bas, mais c'était pendant la deuxième vague. C'est-à-dire c'était pendant une vague qui avait commencé en octobre et qui s'était terminée en avril. C'est ce qu'on risque d'avoir et pour l'automne prochain, je dirais. Mais c'est pas sur la première vague, ce confinement n'avait pas été mis en place, ou en tout cas n'a pas été évalué par ce papier. Je peux peut-être poser une seconde question parce que finalement, elle revient aussi, si tu permets, Étienne. Oui,
il y a des gens qui se questionnent à savoir si on connaît, avec toutes les erreurs possibles, mais est-ce qu'on a des données épidémiologiques sur l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'on a des données sur l'Afrique subsaharienne un petit peu plus? Et ça peut aussi être ça peut devenir un indicatif à savoir comment déconfiner en Afrique avec tout ce qu'on sait, c'est-à-dire les données qui sont parfois difficiles à trouver, etc., etc. Donc, comment vous voyez l'Afrique dans ça? Alors, si vous allez sur le site qu'on appelle le dashboard, le tableau de bord que j'ai indiqué dans une de mes diapositives que j'ai appelé les prévisions à 8 jours, c'est un site que nous avons mis en place et qui est mis à jour donc tous les jours et qui par ailleurs est évolutif, c'est-à-dire qu'on met de plus en plus de données, de modèles aussi, donc on peut très facilement, il est très accessible, hein, et on peut très facilement jouer avec ce site, si je puis dire, pour essayer d'avoir des données. Alors, on va mettre aussi plusieurs sources de données lorsque ces sources sont contradictoires, ça nous paraît intéressant. Il y a donc des sources de données officielles et tous les pays d'Afrique en particulier sont rapportés dans ce site. Il y a 205 pays, j'ai dit, et sur les 205, tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont rapportés aujourd'hui. Tous ont connu ou ont enregistré des cas. Alors c'est vrai que beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest ne bénéficient pas d'infrastructures permettant le diagnostic rapide. Bon, je sais qu'en République démocratique du Congo, si vous avez une suspicion de cas à Beni, il n'y a qu'à Kinshasa qu'on pourra en faire le diagnostic, donc le transport dans des conditions respectueuses de la chaîne du froid, etc. Tout va être assez compliqué, on le sait très bien. Mais je pense que ce qui est intéressant dans l'étude de ces données, c'est de faire toujours un peu cette même hypothèse qui s'avère parfois fausse, mais qui est probablement assez robuste, que les biais sont constants au cours du temps, en tout cas sur des périodes relativement courtes. C'est-à-dire que les biais qu'il y a à Kinshasa aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ils sont également demain et après-demain et après-après-demain. Donc si vous voyez une augmentation exponentielle du nombre de cas à Kinshasa, probablement il se passe quelque chose dans la région. Il est possible que des foyers soient enregistrés quelque part et ne soit pas du tout rapporté, et que cette augmentation ne soit pas observée, parce que à Kinshasa, il peut ne rien avoir, alors que dans le Nord Kivu, il peut y avoir un démarrage de Covid-19, bien entendu. Mais si vous faites exception de ce cas de figure, vous pouvez vous dire qu'au moins on aura des sites sentinelles en Afrique équipés qui permettront, avec des biais de rapportage très clairs, mais probablement constant, d'avoir une vision de ce qui se passe. Moi, je suis évidemment très préoccupé de la situation en Afrique, parce que, en particulier dans tous les pays, disons, à faible niveau de revenus, parce que, en fait, aujourd'hui, on n'a pas dit cela beaucoup, je n'ai pas décrit l'épidémiologie fine du Covid-19 telle qu'il nous est rapporté de Chine, maintenant de toute l'Europe. La moitié des patients hospitalisés en réanimation à moins de 58 ans en France, et à peu près pareil dans les autres pays, un peu plus jeunes encore en Chine. Ces gens-là ne bénéficieront pas de soins de réanimation si les structures sanitaires sont défaillantes, et à ce moment-là, la mortalité ne sera pas uniquement massive chez les personnes plus âgées. Aujourd'hui, 95% de la mortalité se passe chez les plus de 65 ans, mais elle se passe chez les plus de 65 ans parce que l'on sauve une bonne partie des plus de 65 ans, mais aussi des moins de 65 ans qui, eux, quand ils sont traités en réanimation, ne meurent pratiquement pas. Et je ne vois pas comment ils ne mourront pas si ils souffrent de pneumonie virale très sévère, donnant des syndromes de détresse respiratoire aiguë et qui ne peuvent pas être traités en réanimation. Excusez-moi, la réponse est un peu longue parce que je pense que le problème de l'Afrique est extrêmement préoccupant, parce qu'on sait très bien que les pays du Nord sont beaucoup plus égoïstes quand ils sont eux-mêmes frappés par le problème, parce qu'ils doivent d'abord le résoudre chez eux avant d'avoir un regard vers l'extérieur, mais le regard vers l'extérieur, il doit se poser en préparation maximale de ces pays-là en termes d'équipement de protection des personnels de santé pour eux-mêmes, et en matière d'équipement également de réanimation.
Je vais peut-être y aller pour une autre question. Après ça, je laisserai la parole à Étienne. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui s'interrogent. On sait qu'en Afrique, la médecine traditionnelle est très présente, elle est très utilisée aussi par la population. Est-ce qu'on a des données concernant l'applicabilité de la médecine traditionnelle africaine contre le COVID? Il y a des gens qui se questionnent à savoir si la tisane à base d'artémisia pourrait être efficace, par exemple, pour le COVID. Êtes-vous au courant s'il y a des données concernant la médecine traditionnelle africaine pour lutter contre COVID? Alors, des données, il y en a, disons qu'il y a surtout beaucoup d'essais en cours, un peu partout, et je pense qu'il faut être très ouvert en matière de thérapeutique pour un nouveau virus, parce que par définition, il est nouveau et que personne ne sait aujourd'hui quel sera le traitement efficace. Qui aurait prédit que les antirétroviraux allaient être efficaces pour soigner le virus du sida à l'époque où, dans le début des années 80, personne. Hein. Je pense que je dirais, l'AZT est une molécule qui était en fait gardée dans les frigos du laboratoire pharmaceutique qui l'a déployée et qui était pas du tout initialement développée pour traiter le virus du sida. Donc on peut imaginer, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Finalement, si on parle des médecines traditionnelles comme potentiel candidat, on peut se dire que finalement, on a repris la pharmacopée traditionnelle comme potentiel candidat, avec des médicaments antimalariens ou autres qui sont testés, qui sont prometteurs parfois in vitro, et puis après qui tiendront leurs promesses dans les essais cliniques ou qui ne les tiendront pas. Je pense qu'il faut avoir simplement la même rigueur scientifique, c'est-à-dire que le médicament bénéficie d'un encadrement réglementaire très strict pour son développement, non pas pour embêter les gens, non pas pour faire tourner les agences de sécurité sanitaire, mais pour d'abord protéger les patients et les citoyens. Il faut absolument rester très strict sur cela, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, une séquence qui est une séquence qui doit être double ou triple selon le candidat. Si c'est un médicament de la pharmacopée existante, la séquence peut être simplement de tester déjà ex vivo, on ne dit pas in vitro parce que c'est des cellules infectées par le coronavirus en laboratoire sécurisés qui sont testés et pour lesquels on teste en tout cas des molécules. Donc c'est pas des boîtes de pétri et c'est pas non plus évidemment des éprouvettes, mais ce test ex vivo sur des cellules infectées ne permet pas de conclure. Il faut bien sûr faire des essais cliniques. Il y a un grand court-circuit, c'est qu'on ne fait pas tous les essais précliniques, on ne fait pas les phases 1 et les phases 2, puisque par définition, c'est une molécule déjà sur le marché. Donc on peut court-circuiter ces deux étapes, mais on doit au moins faire les phases 3, c'est-à-dire des essais randomisés contre placebo. À ce prix-là, je dirais, on peut mettre sur le marché des molécules dont on connaît l'efficacité et surtout la tolérance sur d'autres pathologies. Pour des molécules qui seraient complètement nouvelles, une molécule médecine traditionnelle fait partie de la pharmacopée d'une certaine façon, donc pourrait probablement court-circuiter parce qu'on en connaît bien ses effets indésirables, j'imagine. Mais pour une molécule qui serait totalement nouvelle, on ne fera pas l'impasse sur l'ensemble du développement et donc ça prendra plus de temps. Mais je pense qu'on ne peut pas se faire l'impasse de cela parce que c'est comme ça qu'on peut protéger le mieux les patients. Et puis on se souvient même à l'époque du sida de la cyclosporine. Parmi les pneumologues, vous en avez un souvenir qui était un souvenir cuisant finalement, parce que c'est des faux espoirs qui se révèlent non prometteurs, enfin qui ne tiennent pas leurs promesses, on va dire, et donc il faut surtout éviter de retomber dans ce type d'histoires qui sont plutôt dramatiques que drôles. Ah oui, absolument. Antoine, je voudrais revenir sur l'épidémiologie, parce qu'il y a beaucoup de questions concernant l'épidémiologie, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors il y a deux questions que je voudrais regrouper. Méliane qui demande, je souhaiterais avoir un avis sur les données épidémiologiques en Afrique de l'Ouest après cette brillante conférence.
Et le professeur Abdoulaye Samb à Dakar qui dit « Avec l'évolution actuelle de la pandémie en Afrique de l'Ouest, à quelle période aurions-nous le pic de la pandémie ?» Alors pour la première question, si tu permets Antoine, est-ce que tu as cité le site du Johns Hopkins, tu es d'accord comme c'est le site de référence à l'heure actuelle pour savoir le nombre de cas par pays? Alors, oui, le site de Johns Hopkins est un site de référence, très clairement. Le site que j'aime assez bien, c'est le site Worldometers. Worldometers, si on va dans Google et qu'on va à Worldometers, sur mes slides, je ne sais pas si les participants auront l'accès à mes slides. En tout cas, moi, je les donne très volontiers. Oui, on les mettra sur le site, pas de problème. Alors, sur les slides, lorsque je montre les chiffres vous savez, quand je dis les nombres, sur une de mes diapositives, je donne la source. La source, c'est Worldometers. J'aime assez bien Worldometers parce qu'il est plus facile d'utilisation, peut-être. Si vous êtes un geek et que vous voulez décharger les données, il vaut mieux prendre le site de Johns Hopkins. Il y a aussi un excellent site, c'est celui de l'ECDC. Le site européen de l'ECDC donne des données sur l'ensemble du monde qui sont très 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 bien, très fiables. Alors, vous aurez des différences entre les sites. Il ne faut pas vous en inquiéter trop parce que certains les mettent à jour de façon presque continue et d'autres les mettent à jour à heure fixe. Par exemple, l'ECDC met à jour à 1 heure européenne de Stockholm. C'est à Stockholm qu'est ce site. Et donc, à 1 heure, il est mis à jour. Ce qui fait que parfois, vous avez des chiffres qui vous paraissent un peu bizarres parce que vous dites c'est pas les mêmes que ceux qu'on me dit dans la presse. Mais encore une fois, si vous êtes fidèle au même site, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous allez avoir des données très fiables. Alors, d'autant plus, comme on l'a dit, toutes ces données sont sujettes à des biais, mais je crois que je ne mettrai pas en avant les biais parce que dans tous les pays, il y a des données et ces données obéissent à des biais. Encore une fois, on va faire comme hypothèse qui sont constants. Alors après, la deuxième question, c'est quand est-ce qu'il y aura le pic de la pandémie, c'est ça? Oui. À quelle période aurons-nous le pic de la pandémie en Afrique de l'Ouest? C'est une question importante. Alors, méfiez-vous des devins. Méfiez-vous des devins. Ils vous racontent beaucoup de choses qui s'avèrent fausses après coup. Hein. Donc, je ne pourrais pas être devin pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, la notion de pic, elle est valable pour une épidémie naturelle pour laquelle on n'a pas beaucoup d'actions. Vous savez, on a un peu d'action sur la grippe, mais on vaccine surtout les personnes très âgées, et c'est pas celles qui, enfin âgées, mais c'est pas celles qui sont les plus vecteurs de l'épidémie, c'est plutôt les enfants qu'on vaccine pas beaucoup. Donc, on n'a jamais vu raboter beaucoup les pics épidémiques de grippe. Et par ailleurs, je vous ai dit que c'était vrai, que cette notion de pic épidémique, en particulier saisonnier, était surtout vraie dans les hémisphères nord et sud, mais en zone tempérée. En zone intertropicale et équatoriale, on a plutôt des épidémies soit tout au long de l'année, il faut regarder les données épidémiques grippe de Dakar par exemple, soit elles sont tout au long de l'année, soit elles sont un peu influencées par la saison des pluies, en plus ou en moins, la mousson en Inde, etc. Donc il faut regarder un peu la saisonnalité peut-être des virus respiratoires et se dire qu'on risque d'avoir une saisonnalité proche pour le coronavirus, sans aucune certitude, et peut-être qu'on n'aura pas de vrais pics et de vrais... c'est peut-être aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a deux bonnes nouvelles pour l'Afrique. Parce que j'ai commencé plutôt par les mauvaises. Mais les deux bonnes nouvelles, c'est que donc on n'aura peut-être pas un pic massif, mais plus un échelonnement tout au long de l'année. Première bonne nouvelle, si je puis dire, même si ça paraît ne pas s'en sortir, malgré tout, ça rabote l'ensemble des pics. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est la démographie qui est beaucoup plus jeune en Afrique. Et comme les jeunes, les enfants en particulier, ne sont vraiment pas tellement à risque, pour dire pas du tout, en tout cas... je pense que la plupart des Africains seraient d'accord à dire qu'ils ne le sont pas du tout. Et les femmes sont peu à risque aussi. Et les hommes jeunes sont aussi très peu à risque. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que la démographie est beaucoup, beaucoup plus jeune en Afrique, en particulier subsaharienne. Oui. Yves? Oui, il y a des gens qui se questionnent. En fait, il y a deux questions qui me semblent être intéressantes.
à ce stade-ci. Il y a quelqu'un qui se demande si, sait-on quel niveau d'immunisation minimum de la population est actuellement visé pour espérer la disparition de la pandémie, d'autant plus qu'on n'a pas de vaccin? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça concerne le déconfinement alternatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, on sait qu'en Afrique, c'est horriblement difficile de confiner. Les effets économiques deviennent catastrophiques. Ça devient extrêmement difficile pour la population. Dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que le déconfinement alternatif pourrait être intéressant? Puis si vous dites oui, quelles seraient les mesures complémentaires qu'on pourrait ajouter au principe de déconfinement alternatif? Alors, à la première question, je vous ai un peu épargné des formules mathématiques, bien que celles-ci ne soient pas très compliquées, mais la proportion qu'il faut immuniser pour bloquer tout risque épidémique, c'est cette proportion que l'on appelle l'immunité grégaire. Elle obéit à une formule qui est 1 moins 1 sur R0. Je n'ai pas de tableau pour écrire, mais 1 moins 1 sur R0, vous vous dites, si R0 égale 2, 1 moins 1 demi, c'est 50%. Si R0 égale 3, 1 moins 1 tiers, c'est 66%. Donc, il faut peut-être, quand on dit 66 à 70%, c'est parce qu'on est sur quelque chose qui est 1 moins 1 sur 3 ou 1 moins 1 sur 3, quelque chose. Donc, vous voyez, si le R0 est de l'ordre pour cette maladie, le R0, c'est quelque chose, ce fameux taux de reproduction, c'est quelque chose qui est un peu notre échelle de Richter pour les épidémiologistes. Par exemple, on dit, la rougeole, c'est presque 20. 20, ça veut dire que si un enfant a la rougeole, que vous le mettez dans une crèche où personne n'est vacciné, il va faire flamber, 20 autres enfants vont avoir la rougeole. 1 moins 1 sur R0, c'est 1 moins 1 vingtième, c'est du 95%, 95%. Donc 95% de la population doit être vaccinée au moins contre la rougeole pour bloquer toute résurgence épidémique. On connaît peut-être ces formules-là. Donc vous voyez pourquoi on dit 60, 65% ou 70%. Donc c'est de là que vient, c'est donc de l'épidémiologie théorique que vient cela. Il faut savoir que par ailleurs, je dirais, la situation peut être hétérogène. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à obtenir dans des lycées, dans des classes, dans des écoles, une forte immunité grégaire. On a vu qu'en France, dans l'Oise, ils ont réussi à obtenir 41% de gens contaminés et donc qui aujourd'hui sont immunisés, alors que dans d'autres parties, par exemple dans le canton de Genève, on n'est que à 5,5%. Donc on risque d'avoir une situation un peu hétérogène au début, mais tant qu'on n'aura pas ces 70%, on ne pourra pas tourner la page de cette pandémie. Alors on peut compléter l'immunité naturelle par une immunité vaccinale. Le jour où on aura un vaccin, on sera peut-être totalement débarrassé du problème. Et le déconfinement alternatif, est-ce que c'est le stop and go dont j'ai parlé un moment? Je ne suis pas familier avec le vocabulaire de déconfinement alternatif. Donc je ne sais pas si Yves, tu peux m'en dire plus, ou si celui qui a posé la question ou celle qui a posé la question peut dire s'il s'agit du fameux stop and go. Ben, par exemple, je vais mettre mon micro, excusez-moi. OK, ça fonctionne. Par exemple, si on prend l'exemple d'une classe, ben, par exemple, la moitié de la semaine, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, vous avez 50% des enfants qui vont à l'école, et mardi, jeudi, vous avez l'autre 50%. Donc, oui, j'avais donc pas bien compris. C'est cette notion-là qu'on appelle le déconfinement alternatif. D'accord. On autorise des sorties selon des jours, etc., etc. De sorte que tu n'as pas tout le monde en même temps libre de faire ce qu'il veut. Et à ces mesures-là, si vous pensez que ça peut être bon, quelles seraient les mesures complémentaires à ajouter au déconfinement alternatif pour que ce soit efficace? C'était la question. D'accord, merci Yves de l'avoir précisé parce qu'en effet, je ne l'avais pas comprise comme ça. J'en profite pour dire, parce que la régie, que je remercie de cette conférence, m'avait dit qu'il faut rappeler aux gens de mettre sur mute si jamais ils ne parlent pas, parce que comme ça, ils évitent les bruits de fond. Alors, juste pour dire, en France en particulier, ou en Suisse, moi, je suis plutôt
enfin, je tiens plutôt le langage suivant. Si on veut déconfiner, alors, encore une fois, rappelons-nous les 5 questions dont j'ai parlé. Peut-être on va être aidé par le climat, en tout cas la saison, mais si on veut déconfiner, on va prendre des risques quelque part. On va prendre le risque d'une réémergence. On le sait, logiquement, ça va réémerger un peu, mais on va espérer rester dans des zones sous contrôle. Et puis sinon, c'est ce que j'appelle le stop and go, qui n'était pas la question qui m'est posée, mais sinon, ben, on reconfinera, ou on remettra des mesures. Si on veut déconfiner, il vaut mieux prendre des mesures complémentaires, comme éventuellement exiger le port du masque dans les transports publics, dans les endroits où on ne peut pas mettre de distance sociale, plutôt que faire des mesures qui sont des demi-mesures. Moi, je ne suis pas pour les demi-mesures parce que je pense qu'elles vont être contre-productives. D'une part, si vous voulez déconfiner, c'est parce que vous voulez libérer un peu l'économie et la vie sociale. C'est parce que vous n'en pouvez plus, parce que les petites et moyennes entreprises vont mourir, parce que si les gens n'ont pas de quoi manger, c'est leur santé qui finira par être altérée, etc. Donc je pense que si on veut déconfiner, c'est qu'on veut sortir d'une trappe dans laquelle on s'est mis, et qui est cette trappe du confinement strict, qui a un impact économique majeur et social aussi. À ce moment-là, si vous mettez l'école un jour sur 2, comment voulez-vous que les gens aillent au travail ? Donc on ne pourra pas, ça ne s'appellera pas un déconfinement. Je pense qu'il vaut mieux miser sur une baisse plus importante de la probabilité de transmission. On y arrive dans les hôpitaux, on est capable dans les EHPAD, qui sont les maisons de retraite en France, on est capable de diminuer, d'éviter des contaminations lorsque on est très rigoureux sur le plan de la protection. Je pense qu'il vaut mieux ce type de mesures plutôt que des mesures un peu hybrides. Mais je vais plus loin encore, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de distance sociale dans les transports en commun, dans les écoles et peut-être même dans les bars. Je ne sais pas s'il faut ouvrir les bars, mais si on veut réouvrir les bars, on ne va pas prendre sa chope de bière, d'ailleurs non plus avec un masque, hein, donc ça va être un peu compliqué, mais à 2 mètres de distance les uns des autres. Je pense que ce sera très difficile. Donc je pense qu'il faut être conscient de cela et s'autoriser une sorte de remontée du nombre de contacts qui va avoir un effet sur le R très clair, qui n'a peut-être aucune importance dans les pays tempérés de l'hémisphère nord, mais évidemment qui peut avoir beaucoup plus d'importance dans les zones intertropicales où il n'y a pas de frein saisonnier attendu. À ce moment-là, il faut juste avoir conscience que si on veut déconfiner, il faut peut-être essayer de mettre en place des mesures plus agressives, plus dynamiques d'isolement des gens qui sont malades et qui sont identifiés comme malades. Il ne faut surtout pas remettre des gens malades, dormir chez elles, partager leur repas chez elles, parce qu'elles vont contaminer des gens bien portants. C'est surtout l'isolement dans les hôtels, même dans les pays d'Afrique subsaharienne, peu dotés en infrastructures sanitaires. Il y a une hôtellerie, il y a des infrastructures d'hébergement qui pourraient héberger les gens détectés positifs ou suspects d'être positifs parce qu'ils ont une symptomatologie qui est évocatrice. L'étude française dans l'Oise montre que ceux qui ont une perte du goût ou de l'odorat, agueusie ou anosmie, ont simplement par ces symptômes qui sont très présents, très fréquemment présents, au moins dans un tiers des cas, ils ont 85% de chances d'être liés à Covid. Ils sont Covid+. Donc je me dis qu'il y a des substrats au diagnostic moléculaire coûteux ou radiologique coûteux qui pourraient être utilisés pour au moins éliminer de la chaîne de transmission tout ce que l'on peut éliminer. Ces pays qui auront ce souci-là pourront probablement davantage déconfiner, mais de toute façon, le confinement ne peut pas durer pendant 9 mois, ou 12 mois, ou 18 mois, qui va être la durée minimale de cette épidémie attendue. Excusez-moi, j'ai juste oublié une chose, je pense non plus qu'on ne peut pas faire de distance sociale au niveau des transports publics, que ce soit les bus, les cars, les métros, les trains, les avions. Les compagnies aériennes disent, mais si vous mettez un siège sur 2, ça devient de la classe affaires.
nous, on peut pas, on tient pas le choc. Donc je pense que ou on veut libérer l'économie, on veut déconfiner, ou on ne peut pas déconfiner, mais on ne pourra pas faire des demi-mesures. Donc je ne crois pas beaucoup, en effet, à ce déconfinement alternatif. Peut-être que l'avenir me donnera tort, hein, encore une fois, tout le monde, il n'y a aucun guide pratique du déconfinement. Le déconfinement invention chinoise n'a pas laissé son mode d'emploi dans la boîte. Active ton micro, Étienne. Il y a un pays tout près de chez nous, enfin tout près de la France, qui est peut-être un pays heureux, mais en tout cas pour ce qui concerne le Covid-19, c'est la Tunisie. Je voyais sur un site Facebook il n'y a pas longtemps, hier, mais pourquoi n'avons-nous pas de cas de Covid-19? Et ça rejoint la question du professeur Khaled Zeghal que je lis. En Tunisie, nous n'avons pas été frappés de plein fouet. Y a-t-il une spécificité donnée, génétique, vaccinale, climatique ou autre? Les premiers tests sérologiques montrent une très faible immunisation de la population générale. Et la question qu'il pose, c'est quelle politique pour les prochains mois? Est-ce qu'il faut continuer de faire des tests ou alors est-ce qu'il faut se dire, eh bien, la Tunisie est protégée parce qu'elle a pris des mesures suffisamment efficaces pour être à l'abri? Est-ce que tu as des informations, Antoine, à ce sujet? Alors, merci en tout cas, Étienne, de ta question. Non, je n'ai pas d'informations autres que les données officielles de la Tunisie, qui sont sur les sites dont on a parlé tout à l'heure. Mais j'ai beaucoup, évidemment, je pense, hein, de méfiance vis-à-vis des interprétations qui seraient de dire que la population tunisienne serait génétiquement protégée contre le Covid, parce que ça me rappelle ce qui a été dit à un moment pour le virus du sida. Les Asiatiques se pensaient protégés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, c'était en 1985-86. Le sida était très prévalent en Afrique, et très prévalent en Amérique, très prévalent en Europe, mais pas du tout en Asie. C'était très étonnant, mais l'Asie semblait épargnée. Le Japon ne connaissait pas, la Thaïlande ne connaissait pas. Et en fait, on sait ce qui est arrivé. Enfin, je veux dire, ces pays ont été très atteints et très touchés. Donc, je pense pas aujourd'hui, à ma connaissance, qu'il y ait par ailleurs de génotypes tunisiens très déterminés et qui ne seraient pas partagés de génomes qui ne seraient pas partagés par les pays voisins, d'une part, et d'autre part, donc je ferai pas cette hypothèse comme une hypothèse privilégiée. Ouais. Et donc, si c'est pas une hypothèse privilégiée, après, ce qui est très intéressant dans cette question, c'est qu'elle pose un problème plus complexe, qui est assez peu abordé dans la littérature aujourd'hui, qui est le problème de l'hétérogénéité de survenue de cette épidémie, de cette pandémie. Dans tous les pays où elle arrive, les situations sont hétérogènes. Pourquoi Bordeaux ou le Cantal ou Limoges sont très peu atteints en France par rapport au nord-est ou à la région parisienne? Pourquoi le Tessin en Suisse a été beaucoup plus atteint que les cantons alémaniques? La Suisse romande et la Suisse italienne ont été beaucoup plus atteintes que la Suisse alémanique. Pourquoi l'Italie du Nord, la plus développée, la plus riche, a été la plus secouée par la pandémie et que Rome et Naples ont été quasi épargnés? On peut continuer comme ça, aux États-Unis également. Partout où l'épidémie arrive, elle produit des foyers très intenses, mais qui ne sont pas, je dirais, homogènement répartis sur les territoires qu'elle investit. La Tunisie est un petit pays, et quelque part peut se comparer à l'une des régions françaises les moins touchées, les moins atteintes. Ou italienne, enfin bon, je veux dire par là que peut-être, pour moi, c'est plutôt ça l'explication. Et alors, comment je peux avancer là-dessus et quelle est mon hypothèse? En fait, si vous regardez la grippe, car on compare beaucoup, la référence est un peu trop la grippe. Quand on regarde la grippe, quand elle survient l'hiver, en France, sur le réseau Sentinelle que j'ai animé pendant de nombreuses années, j'avais observé ça très bien, c'est que quand il y a l'épidémie de grippe qui atteint son pic, et là il y a un vrai pic qui est très beau, eh bien vous avez tout le territoire qui est concerné. La carte qu'on fait, elle est rouge.
On essaye parfois de faire du contraste, on n'y arrive même pas. Tout le monde est au-dessus du seuil, très très largement du seuil épidémique. Il y a une sorte de synchronisation. Et en fait, cette synchronisation, elle va bien au-delà de la France, toute l'Europe, et même plus que cela. Figurez-vous que quand il y a une épidémie de grippe, il n'y a pas une semaine et demie de différence entre le pic aux États-Unis et le pic en Europe du Nord. Donc, pour vous dire, la synchronie est très forte. Pourquoi c'est très différent? Alors que là, j'ai comparé plus cette pandémie au boléro de Ravel, où chaque pays rentre dans la danse d'une façon à son rythme et d'une façon qui n'est pas du tout synchrone. Pourquoi et quelles pourraient être les explications? Une des explications qui me vient, qui n'est pas du tout confirmée, bien sûr, c'est une hypothèse, hein, plutôt qu'une explication, excusez-moi, c'est que la grippe, elle a un très grand nombre d'asymptomatiques. 50% des cas de grippe au moins 50% sont asymptomatiques, comme dans beaucoup de maladies virales. Et probablement, le Covid a beaucoup moins d'asymptomatiques. J'ai parlé de 30%, mais peut-être c'est même moins encore, parce qu'ils sont peut-être pas aussi symptomatiques. Toujours est-il que les asymptomatiques, ils diffusent lentement, silencieusement surtout, dans tout le pays, lentement je n'en sais rien, mais silencieusement dans tout le pays, ils diffusent et probablement se contaminent. Peut-être que nos asymptomatiques du Covid sont beaucoup moins contaminants et que finalement, vous avez un ensemencement de l'ensemble du territoire national, mais aussi finalement régional, voire continental, qui se fait de façon beaucoup plus homogène et qui entraîne le surnageant qui va devenir l'épidémie. Et l'épidémie, quand elle est partie, mais tous les pays sont très ensemencés. Alors que la Tunisie est très peu ensemencée par ce virus aujourd'hui qui ne court pas de façon silencieuse dans la communauté. Et le jour où il va arriver, et pourquoi il va arriver? Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir d'une région du monde où il y aura un foyer épidémique. Cette personne viendra, peut-être elle ne sera pas très symptomatique et donc pas identifiée immédiatement et entraînera des chaînes de transmission, comme on l'a vu, puisqu'on n'arrive jamais à retrouver des chaînes de transmission pour la grippe. Quand vous avez la grippe, parfois vous vous dites « Ah oui, c'est mon épouse qui me l'a transmise » ou vous vous dites éventuellement c'est mon collègue de bureau qui était malade comme un chien et avec qui j'ai voyagé pendant 3 heures. Mais c'est assez rare, on arrive assez peu à aller loin dans la chaîne de transmission pour la grippe. Je pense que pour le Covid, c'est beaucoup plus proche en ce sens du SRAS, où on a une épidémie pour laquelle on a véritablement la possibilité de capturer les foyers. Je suis un peu long dans ma réponse, mais je pense que la question est très compliquée et très bonne d'ailleurs. Peut-être une dernière question avant qu'on... Étienne, ton micro est fermé. Je peux peut-être poser une... Vas-y. D'accord, je peux peut-être poser... Il y a des gens... en fait, il y a une question ici que je vois qui est posée par quelqu'un et qui est intéressante parce que, bon, on le sait, le COVID, ce sont les personnes âgées principalement, mais le maintien des personnes âgées en confinement, à un moment donné, ça cause des problèmes psychologiques. Ceux parmi nous qui ont encore leurs parents, puis moi j'ai mes parents, ils ont 95 ans, là je commence à réfléchir à est-ce qu'on va les maintenir dans ces conditions-là encore longtemps? Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Antoine? Qu'est-ce que tu penses de ça? Yves, merci de cette question parce qu'elle a agité beaucoup aussi les pays européens, en particulier la France, la Suisse aussi. On a cru bon quand je dis on, enfin les politiques au début ont cru bon sous, je pense, pas sous, mais avec, je dirais, l'avis de leurs experts, de se dire, mais c'est une maladie où 95% de sa mortalité se passe après 65 ans, qui a fait une hécatombe dans les EHPAD, les maisons de retraite, les EMS, etc. Alors, il faut vraiment une action particulière, car sinon on va retomber dans des drames, y compris même qui ont causé des séismes politiques, comme la canicule en France en 2003, etc., où on s'est dit, mais on n'a pas respecté nos personnes âgées. Donc le respect des personnes âgées aurait été de les confiner. Eux, en plus, comme ils ne sont pas un moteur de l'économie très puissant,
les confiner diminuera un petit peu leur consommation, mais n'aura pas un grand impact. Et donc, les premières dispositions étaient de dire on va confiner les personnes âgées. Et c'est vrai que je pense que les personnes âgées ne représentent pas un groupe constitué de la population. Les personnes âgées, c'est des adultes responsables qui votent et qui ont des droits à défendre. Et il n'est pas acceptable de discriminer un groupe de la population en l'appelant personnes âgées comme s'ils étaient des mineurs. Que l'on parle des écoles ou des enfants, c'est un point, car ce sont des mineurs, ils sont sous une responsabilité parentale, etc. Ils n'ont pas des droits civiques équivalents aux adultes. Et les personnes âgées ont des droits civiques équivalents à ceux des personnes moins âgées. Donc on ne peut pas, sans associer les personnes âgées, prendre des décisions de ce type. Par ailleurs, chez les personnes âgées, comme tu le disais, Yves, il y a un certain nombre de personnes âgées qui préfèrent, quand on leur demande leur avis, ils préfèrent prendre des risques qu'ils savent très élevés et qu'il faut qu'ils soient informés, ça c'est très clair, des risques qu'ils prennent, mais ils préfèrent prendre des risques potentiellement élevés de mourir du Covid, alors que, au bénéfice de pouvoir voir leurs enfants ou leurs petits-enfants de façon physique. Donc je pense qu'il y a des gens, par exemple, je ne sais pas comment sont les législations dans tous les pays des personnes qui nous écoutent, mais en France, en Suisse, on a des directives anticipées qui sont des notes que l'on peut écrire dans lesquelles on dit qu'on renonce à des soins de réanimation au cas où on voudrait nous les prodiguer, que l'indication médicale le nécessiterait. Si je renonce à tout soin de réanimation, je ne vais pas encombrer la réanimation si j'ai le Covid. Si je souhaite pouvoir voir mes petits-enfants et qu'on ne m'empêche pas de les voir, c'est mon problème, c'est moi qui prends un risque. Je serai confiné si j'ai le Covid, d'accord, ça je veux bien, mais pas tant que je ne l'ai pas. Je ne risque rien pour les autres, c'est moi qui veux prendre mon risque. Donc je pense que, à tout le moins, c'est toujours ces valeurs démocratiques que je pense être au centre de nos propres valeurs et qu'il faut toujours garder à l'esprit, et ces valeurs humanistes. On ne peut pas prendre ces décisions à la place des gens, il faut les associer, et on peut bien sûr entourer de toutes les précautions possibles, on peut exiger qu'ils aient des masques quand ils se rencontrent, les jeunes et les personnes plus âgées, mais je ne pense pas qu'on puisse se permettre de prendre une mesure autoritaire de confinement d'une classe particulière de la population adulte. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Antoine, c'était vraiment très bien, très complet. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je voudrais simplement dire que vous pouvez continuer d'envoyer vos questions et on les fera figurer, ou on fera figurer vos commentaires, en tout cas dans le prochain bulletin qu'on éditera la semaine prochaine. Alors, un grand merci Antoine, et puis un grand merci aussi à toute l'équipe de l'AUF qui nous aide énormément dans cette histoire. Pierre-Richard Thomas à l'informatique, Katinka Birna et puis Jean-François Lancelot. Un grand merci à vous trois.